Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver si nombreux pour ce rendez-vous annuel qui s'annonce particulièrement dense. Nous entamons cette année 2026 avec une série de réformes majeures qui vont bousculer en partie nos pratiques quotidiennes, de la gestion du bulletin de salaire jusqu'aux stratégies de rupture du contrat de travail. Entre la nouvelle architecture des allégements de cotisations, la hausse des coûts de rupture conventionnelle, les chantiers sont nombreux pour les services RH et paye. Pour nous donner une perspective sur ces orientations et l'engagement de Grant Thornton à vos côtés, je laisse la parole à Adam Nicol, notre président. Merci beaucoup Patrice et bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi de pouvoir être là ce matin juste pour vous dire un mot d'accueil. Un mot d'accueil qui est très important à mes yeux, non seulement parce que l'actualité est très dense, comme Patrice vient de le dire, mais également parce que le social, ou le conseil, l'accompagnement en matière de droit social et de conseil social est un investissement extrêmement volontaire et intentionnel du cabinet maintenant depuis plusieurs années. On sait que c'est notre rôle d'être un vrai partenaire de l'économie, d'accompagner les entreprises dans leur croissance et le social, l'humain. L'accompagnement de ces dispositions est forcément au cœur d'une organisation qui peut évoluer sur un marché. C'est exactement pour cela qu'on a au sein du cabinet des personnes qui vont intervenir en accompagnement, on a nos équipes d'avocats qui peuvent intervenir en droit social et on a des techniques qui interviennent sur les techniques de la paye, y compris sur les systèmes d'information autour de la paye. Et ce matin, je suis vraiment ravi donc, de vous laisser entre les mains d'une équipe extrêmement compétente qui va pouvoir balayer ces actualités, vous accompagner dans ces dispositions et vraiment mettre en avant tout ce que nous pouvons faire pour mieux vous accompagner et continuer à être votre partenaire en matière sociale pour l'année 2026. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente présentation, animation et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup et je vous passe la main. Merci beaucoup Adam d'avoir pris ce temps. Mille salutations et bon courage pour ta journée. Merci beaucoup. Sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet au travers du sommaire suivant. Quels sont les changements attendus sur cette année à compter de janvier 26 ? Je l'évoquais en préambule, la reconfiguration des allégements de cotisations patronales. Pour ceux qui aiment les formules mathématiques, ils vont prendre beaucoup de plaisir, je pense. Des évolutions également sur nos obligations, en l'occurrence l'apparition de la transparence sur les salaires. Un focus sur les principaux avantages sociaux en 2026 et un deuxième focus sur les apprentis. Pour cela, nos experts, j'ai le plaisir de vous les présenter ici à l'écran, mais je vais les laisser se présenter eux-mêmes. Cécile ? Bonjour, moi je suis avocate en droit social. Depuis pas mal d'années maintenant et depuis 15 ans à peu près chez Grant Thornton. Laura ? Bonjour, je suis Laura Lidéa, je suis directrice du service paye et conseil juridique chez Grant Thornton depuis 2017. Et mon cher Adrien ? Eh bien, je suis manager en paye dans l'équipe de Laura, donc je suis chez Grant Thornton depuis 3 ans et puis avec une expérience de maintenant quasiment 9 ans. Voilà, vous constatez une équipe avec des profils différents et surtout très, très complémentaires. Alors, le premier item, les changements en 2026. Laura. Merci Patrice. Déjouant tous les pronostics, la loi 2025-1403 du 30 décembre 2025, dite LFSS ou la loi de financement de la sécurité sociale, a été finalement publiée avant la fin de l'année 2025, après avoir passé les épreuves parlementaires et du Conseil constitutionnel. Sur les 114 articles qui constituent cette loi, nous avons effectué une sélection de ceux que nous estimons incontournables pour l'année à venir. Par ailleurs, la LFSS n'étant pas la seule source qui induit des changements dans la gestion de la paie ou de l'administration du personnel, nous présenterons également quelques informations utiles des changements qui n'émanent donc pas de cette loi. Adrien ? Eh bien, pour commencer, on va commencer par l'article 5 qui concerne la DSN de substitution.
Donc, si on devait présenter le concept en synthèse, on pourrait dire qu'il s'agit d'un outil innovant permettant à l'URSSAF et à la MSA de réaliser la correction des anomalies qui impactent les droits à la retraite de base et complémentaire des salariés. Le principe, c'est que tous les mois, les entreprises déclarent via la DSN des données concernant leurs salariés. L'URSSAF, comme la MSA, compile et analyse les données. Et pour la première fois cette année, avec la DSN de substitution, les entreprises vont constater les effets suivants. À partir de mars 2026, l'URSSAF ou la MSA enverra un courrier de rappel, donc un CRM annuel, avec toutes les anomalies détectées sur les déclarations 2025. Vous aurez jusqu'à mai 2026 pour réagir, c'est-à-dire corriger, expliquer, vous opposer de manière motivée. Si vous ne répondez pas, ou que l'URSSAF rejette votre explication, elle va émettre une DSN de substitution à partir de juin 2026. Autrement dit, elle redresse ces données, impacte les droits retraite des salariés quand c'est nécessaire et potentiellement demande des régularisations de cotisations auprès de l'employeur. Alors l'objectif affiché, c'est vraiment protéger les droits des salariés et aussi une modernisation des modalités d'échange et de fiabilisation des informations. Alors nous attirons donc votre attention sur le fait qu'au cours de l'année 2026, vous pouvez recevoir de plus en plus de notifications de l'URSSAF ou de la MSA, donc on va dire relance, mise en demeure, majoration, et ce, malgré les contrôles déjà en place et les efforts de vos équipes. Effectivement, la DSN, c'est très complexe. Le volume et la diversité des données échangées avec les administrations peuvent occasionner des anomalies parfois difficiles à anticiper. Alors, conservez ces courriers et les justificatifs et contactez rapidement votre interlocuteur paye ou l'éditeur pour engager les actions correctives nécessaires. On va traiter maintenant le malus sur les cotisations d'assurance vieillesse, donc l'article 11 de la LFSS. Depuis octobre 2025, la loi 2025-989 du 24 octobre 2025 a imposé aux grandes entreprises, donc celles dont l'effectif est égal ou supérieur à 300 salariés et qui ont des sections syndicales, de négocier sur 3 sujets. Le premier, l'emploi des seniors. Ensuite, le travail des salariés expérimentés. Et enfin, l'amélioration des conditions de travail. Ces négociations doivent avoir normalement lieu tous les 3 ans ou selon une autre périodicité, si c'est écrit dans ce que l'on appelle un accord de méthode. Le délai maximum est alors porté à 4 ans et limité à 4 ans entre 2 négociations. À défaut d'accord ou de négociation, la LFSS 2026 pose une conséquence simple, un malus sur les cotisations patronales d'assurance vieillesse. Concrètement, si l'effectif de l'entreprise est supérieur à 300 salariés et que l'entreprise n'a pas négocié correctement sur l'emploi des seniors, l'entreprise sera contrainte, donc l'employeur sera contraint de payer plus de cotisations vieillesse. Concernant le calcul précis, malheureusement, à ce stade, nous n'avons pas plus de détails et d'ailleurs, on a plutôt de questions que de réponses à vous apporter. Le texte dit par ailleurs que le montant du malus sera, je cite, défini par décret. Fin de citation. Ce décret n'est pas encore publié alors qu'on est déjà le 20 janvier 2026, donc le changement était censé entrer en vigueur au 1er janvier. Cela engendre, nous pensons, 3 conséquences. D'abord, une absence de visibilité sur le coût supplémentaire possible, et ce, jusqu'à la publication du décret. C'est donc difficile d'anticiper, de budgétiser et de planifier toute négociation. Deuxièmement, dans le texte, il est précisé que le malus, qui est déterminé, lui, par voie réglementaire, est en fonction des, je cite, efforts constatés. Fin de citation. Sans aucune précision sur les modalités d'appréciation préconisées, toutefois. Donc, les critères pourraient être l'embauche des seniors, leur maintien
en emploi, les conditions de travail adaptées, mais nous restons toutefois en attente de connaître les modalités précises. Et enfin, troisièmement, si l'entreprise est concernée par cette mesure, cela a un impact direct sur la stratégie RH, ce qui jusqu'ici relevait plutôt d'un enjeu RH et social, devient également un enjeu financier susceptible d'influer sur les négociations. Vous constaterez, là, nous sommes sur un premier flou au niveau de la législation à venir. On ne manquera pas de communiquer via nos publications dès que les décrets seront publiés. Adrien. Merci Patrice. On passe maintenant à l'article 15 de la loi de finances de la sécurité sociale qui concerne les indemnités de rupture et plus précisément, ça va être l'évolution de la contribution patronale sur la partie exclue de l'assiette des cotisations sociales. Donc les motifs de rupture de contrat concernés sont la mise à la retraite et la rupture conventionnelle individuelle. Donc jusqu'à présent, cette contribution elle était de 30% du montant de l'indemnité de rupture exonérée. Elle passe à 40% à partir du 1er janvier 2026. Donc à titre d'exemple, dans le cas d'une rupture avec une indemnité de 10 000 euros que l'employeur devait payer à l'URSSAF, une contribution de 3 000 euros était due. À partir du 1er janvier 2026, elle passe à 4 000 euros. On va parler maintenant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires. Grand moment de bonheur. Cette partie est traitée dans l'article 21 de la LFSS. Lorsque les salariés font des heures supplémentaires, l'employeur doit payer des cotisations supplémentaires sur le montant de la rémunération correspondant à ces heures supplémentaires. Comme vous le savez, depuis 2006, le gouvernement a mis en place une déduction forfaitaire pour encourager le recours aux heures supplémentaires. Jusqu'à maintenant, seules les entreprises de moins de 250 salariés pouvaient en bénéficier. Et à partir du 1er janvier 2026, le dispositif est étendu à toutes les entreprises, y compris celles qui embauchent 250 salariés et plus. Voilà, merci, ce que ça veut dire concrètement. Si les salariés effectuent des heures supplémentaires structurelles ou pas, l'employeur va déduire de ses charges URSSAF un montant de 0,5 € par heure supplémentaire effectuée. Il est également précisé dans cet article que l'employeur peut appliquer une réduction pour les salariés qui sont plutôt en forfait jour et le montant de la déduction est de 3,5 € par jour de travail au-delà du forfait de 218 jours par an. Attention, juste à une chose qui a toujours existé mais qui va se pérenniser bien évidemment. Pour bénéficier de ces cotisations, l'employeur doit toujours garder tout justificatif qui permet de montrer le suivi du temps de travail de ses salariés. À défaut, en cas de contrôle URSSAF, il peut s'exposer à des redressements. Donc là, on a une extension sur la totalité des entreprises du dispositif d'allègement. Et on passe sur les forfaits jours. Et on va sur les forfaits jours, absolument. Ouais. Merci Laura. Adrien. On va passer au travail dissimulé. Donc, on le rappelle ici, c'est la situation rencontrée quand une entreprise ne déclare pas en totalité ou partiellement son activité ou ses salaires à l'administration. Alors, que ce soit l'URSSAF, l'administration du travail ou les impôts, et c'est un délit. Alors, quand il y a contrôle et que le travail dissimulé est établi, l'URSSAF applique une majoration de redressement à titre de sanction. Alors, jusqu'à présent, cette majoration était plafonnée à 25% pour un redressement classique et 40% en cas de circonstances aggravantes. Eh bien, dans son article 44, la loi de finances de la sécurité sociale modifie ces taux et à partir du 1er juin 2026, cette majoration est portée respectivement à 35% et 50%. Donc concrètement, si l'URSSAF découvre qu'un employeur a omis de déclarer 100 000 euros de salaire, eh bien l'amende de majoration passe de 25 000 euros à 35 000 euros.
ce qui se rajoute bien évidemment au montant dû au titre du redressement classique de cotisation sociale. En cas de circonstances aggravantes, donc on parle ici de l'embauche par exemple d'un mineur, d'une personne vulnérable ou d'un délit qui serait commis en bande organisée, le montant de la majoration spécifique passe alors à 50 000 € à partir du 1er juin 2026. Et attention, en cas de récidive, cette majoration elle est augmentée de 10 points. Alors, il ne faut pas oublier que la notion de travail dissimulé est assez large. On ne parle pas uniquement des salariés qui ne sont pas déclarés, mais aussi des heures supplémentaires qui ne sont pas déclarées en totalité, du non-respect, par exemple, des formalités liées au détachement, ce qu'on appelle le faux détachement. Et dans ces cas-là, les sanctions liées au travail dissimulé peuvent s'appliquer également. Un autre point, c'est que on peut bénéficier d'une réduction de 10 points, donc finalement de cette majoration qui vient d'être votée, donc de réduction de 10 points de la majoration, alors pas en cas de récidive, mais quand l'employeur, dans les 30 jours à compter de la notification de la mise en demeure, propose un règlement intégral des cotisations, pénalités, majorations de retard, ou présente à l'URSSAF un plan d'échelonnement du paiement de ce qu'il doit. Je pense qu'effectivement, c'était un point qui n'était pas forcément connu de tout le monde, cette baisse possible des 10 points de majoration. Merci Cécile. On va traiter maintenant des arrêts de travail et l'accident de travail et maladies professionnelles. Sujet présent dans l'article 80 de la LFSS, qui fixe un plafonnement de la durée de l'arrêt de travail à compter de 1er septembre 2026. Le plafond serait de 1 mois, fixé par décret à paraître, pour une première prescription et de 2 mois pour une prolongation de prescription. Comme vous le savez très bien, il y a des discussions qui sont toujours en cours. Il y a eu un mouvement de grève, en fait, des médecins qui, notamment, est lié à ces dispositions. Et la nouveauté, donc il faut suivre à ces sujets-là, et la nouveauté présente dans cet article de la LFSS, le médecin conseil peut demander une visite médicale de pré-reprise si l'arrêt de travail dépasse les 30 jours, donc ce délai est réduit. Concrètement, cela peut induire une complexification du processus autour du retour au travail d'un salarié avec à la clé des changements à prévoir dans la gestion RH. Pour finir, toujours en ce qui concerne les maladies professionnelles, la loi prévoit également une simplification de la procédure. À ce jour, aucun décret d'application n'a été publié. Nous ne pouvons donc pas apporter plus de précisions pour le moment. Nous vous invitons à suivre nos actualités et à nous consulter. Le congé supplémentaire de naissance. Oui, Patrice, c'est l'article 99 de la LFSS qui a créé donc, au bénéfice de chacun des 2 parents, et ce, dès l'épuisement de leurs droits initiaux. Donc, on parle ici du congé maternité, du congé paternité ou celui pour l'accueil de l'enfant ou d'adoption. Alors, ce congé, il sera indemnisé par la Sécurité sociale. Il vient s'ajouter aux droits existants au titre des congés précédemment cités, et il peut être fractionné en 2 périodes d'1 mois chacune. La durée choisie par chaque parent peut être d'1 mois ou de 2 mois. Les parents peuvent prendre ce congé simultanément ou successivement, ce qui permet, le cas échéant, d'ajouter jusqu'à 4 mois de garde parentale au total. Donc, la mesure s'applique aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026, ainsi qu'aux naissances prématurées dont la date présumée d'accouchement était postérieure à cette date du 1er janvier. Alors, toutefois, compte tenu des délais de mise en œuvre, le ministère de la Santé a indiqué que le congé sera effectivement accessible à partir du 1er juillet 2026. Et donc, par dérogation, les parents d'enfants nés ou adoptés avant cette date bénéficieront d'un délai exceptionnel pour prendre ce congé. Ils pourront l'utiliser jusqu'à la fin de l'année 2026, selon un communiqué du ministère de la Santé. C'est plutôt une bonne nouvelle. La réforme des retraites, Laura. Oui. Alors, c'était pas dessiné, c'est le fait du hasard. La retraite. Alors, un petit rappel d'abord pour avoir en tête le contexte. En 2023, la réforme des retraites, dite la réforme Macron, a relevé progressivement
l'âge légal de départ à la retraite et a allongé les durées de cotisation. L'objectif était d'avoir plutôt un relèvement progressif de l'âge et du nombre de trimestres qui augmentait, lui, génération après génération, avant de pouvoir partir à la retraite. La réforme a été suspendue à compter du 1er septembre 2026. Cette suspension, il faut le savoir, ne ramène pas à la situation qui existait en 2022. Elle instaure une nouvelle configuration avec un calendrier de transition appliqué toujours par génération, presque mois par mois, et nous présentons ça à l'écran, vous le voyez à l'écran. Ce mécanisme est assez simple à énoncer, mais plutôt complexe à interpréter et surtout à mettre en œuvre. Avant la suspension, chaque génération avait un âge de départ décalé. 62 ans, ensuite 62 ans et 6 mois, 62 ans, 9 mois, jusqu'à 64 ans. Et le nombre de trimestres qui étaient requis augmentait également. Par exemple, on passait de 169 à 172 selon les générations. Conséquences pratiques pour les services RH et pour la paye, mais aussi pour les services financiers suite à cette suspension. Dans un premier temps, il y a une incertitude sur les calculs de retraite et les fameux IDR par exemple. Les prévisions, les simulations stabilisées par la réforme doivent être réévaluées. Les règles applicables peuvent varier selon la génération et la date de liquidation de la retraite. Ensuite, il y a des risques concernant des potentiels départs anticipés. Ainsi, des salariés qui avaient planifié un départ à 64 ans pourraient choisir de partir plus tôt, ce qui peut impacter les effectifs et la gestion des remplacements du personnel. Et enfin, il y a un cadre politique évolutif. Le gouvernement prévoit une conférence sur l'emploi des seniors et les retraites avant l'été 2026. La suspension pourrait donc être encore réexaminée. La situation reste plutôt provisoire et elle est sujette à évolution, c'est ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup. On va rester sur la thématique de la retraite, mais cette fois-ci dans le cumul emploi-retraite. On a la LFSS qui a réorganisé en profondeur le dispositif de cumul emploi-retraite, donc c'est l'article 102, et donc à compter du 1er janvier 2027, pour les pensions liquidées, après cette date, on va avoir 3 régimes distincts qui seront appliqués en fonction de l'âge du retraité. Sur le principe, le cumul emploi-retraite, lui, n'est autorisé qu'à partir de 67 ans, donc qui est l'âge du taux plein. Avant cet âge, la reprise d'activité va entraîner un impact sur le montant de la pension versée. Avant l'âge légal, la pension est minorée du montant des revenus perçus. Le cumul n'est donc pas possible et la pension est écrêtée. Entre l'âge légal et l'âge du taux plein, donc 67 ans, il y a 2 situations. La première, c'est qu'on va avoir des revenus du travail qui vont être inférieurs à un seuil, donc qui lui est fixé par décret. A priori, ce seuil serait de 7 000 € par an sur la base du projet de loi. Ça reste à confirmer avec la publication d'un décret. Et bien dans ce cas, le cumul est possible sans restriction. Et bien le second cas, c'est le cas où les revenus sont supérieurs à cette limite de 7 000 € par an. Et bien une partie des revenus d'activité viendra en déduction de la pension, et ce qui est prévu dans le projet de loi encore, on serait sur soit 50% des revenus d'activité donc liés au travail selon le texte. Et donc enfin, à partir de 67 ans, l'âge pour bénéficier de la retraite à taux plein, le cumul des revenus d'activité et de retraite est total et sans restriction. Alors pour rappel, les retraités en cumul emploi-retraite acquièrent de nouveaux droits à la retraite sur l'activité reprise ou poursuivie, et ce sans délai d'attente de 6 mois comme condition préalable. Autre point important, la liquidation de l'ensemble des pensions personnelles est obligatoire. Donc il s'agit des régimes de base, des régimes complémentaires et y compris les pensions étrangères. À défaut, la pension peut être suspendue.
Cette exigence constitue une contrainte significative pour les assurés qui bénéficient d'un cumul multirégime, par exemple. Nous avons parlé jusqu'ici des principales mesures prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Là maintenant, on va vous présenter d'autres informations importantes, mais qui n'émanent pas de cette loi. Et on va commencer par les pourboires volontaires. Un petit rappel rapide, lorsque un client rémunère directement un service au pourboire, directement au salarié, on pense par exemple au serveur, on pense au chauffeur, etc. Cette somme est en principe considérée comme de la rémunération et devrait suivre les règles applicables. Depuis Covid, une mesure exceptionnelle permet d'échapper aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu sur ces éléments de rémunération. Le projet de loi de finances 2022 a imposé une limite à cette exonération. Elle s'applique seulement si la rémunération mensuelle contractuelle du salarié reste en dessous de 1,6 fois le SMIC. La limite s'apprécie, attention, en tenant compte uniquement du salaire de la personne, sans inclure donc les sommes versées volontairement par les clients, directement aux salariés. Attention peut-être aux salariés qui travaillent dans la restauration haut de gamme, dans le transport de luxe, où par définition, peut-être le salaire être un peu plus important, donc on va plus vite arriver à l'obligation de payer des cotisations sur les pourboires. Il faut savoir que le mécanisme reste applicable jusqu'à la promulgation de la loi de finances pour 2026. Une deuxième mesure qui reste pareil, qui est importante et qui reste applicable jusqu'à la promulgation de la loi de finances pour 2026, c'est le remboursement de frais de transport par l'employeur. L'employeur peut effectivement rembourser à ses salariés jusqu'à 75% du coût réel des abonnements de transport en commun ou des vélos en libre-service par exemple. Ces montants restent exonérés d'impôts sur le revenu pour le salarié et de cotisations sociales pour tout le monde, le salarié comme pour l'employeur. On précise que le bulletin officiel de sécurité sociale, donc le BOSS, dit que cette exonération qui aurait dû prendre fin au 31 décembre 2025 est maintenue à titre temporaire, donc dans l'attente de l'adoption de la loi de finances pour 2026. Loi de finances qui ne saurait tarder suite aux dernières communications, normalement cet après-midi, effectivement, via le 49.3. Donc on en saura un petit peu plus. Donc, très rapidement, une petite évolution sur les bulletins de paye à partir du mois de janvier. C'est la cotisation patronale vieillesse qui elle, s'applique sur l'intégralité du salaire, donc ce qu'on appelle la vieillesse déplafonnée, qui passe de 2,02% à 2,11%. Donc c'est une augmentation brute et simple qui s'applique dès le mois de janvier sur tous les contrats et qui sert à financer la caisse de retraite dite de base. Alors ça peut sembler marginal, mais c'est vraiment une augmentation des charges de personnel de l'ordre de 0,09% auquel on ne peut pas échapper. Je sais pas, mais ça fait du bien d'avoir une règle simple, une bonne vieille règle d'évolution paye à l'ancienne par rapport à tout le reste. Un petit point maintenant sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Applicable aux entreprises de plus de 20 salariés, cette obligation, de la DETH, est toujours maintenue, bien évidemment, mais il y a une évolution. En principe, donc, les entreprises qui sont obligées de se soumettre à cette règle doivent employer 6% de salariés en situation de handicap. Si ces entreprises ne parviennent pas à atteindre ce seuil, elles ont la possibilité d'utiliser d'autres leviers en faisant appel, par exemple, à des partenariats avec des organismes spécialisés. L'AGEFIP, donc l'Agence pour l'emploi des personnes handicapées, accorde une déductibilité spécifique à ces dépenses. En novembre 2020, il y a eu un décret exceptionnel qui a admis
temporairement des nouvelles catégories de dépenses déductibles. Il était normalement applicable jusqu'au 31 décembre 2024. C'était une mesure d'aide aux entreprises pendant la crise. Cette mesure temporaire a été reconduite pour 5 ans, donc jusqu'au 31 décembre 2029. Voici maintenant la nouveauté. Donc, cette déductibilité qui n'était pas du tout automatique, elle ne reste toujours pas automatique. Pour l'appliquer, l'employeur doit maintenant pouvoir justifier sur l'année de référence de la conclusion d'un contrat de travail, CDI, CDD de moins de 6 mois ou tout autre contrat éligible à cette application, avec un travailleur bénéficiant d'une obligation d'emploi. Pourquoi? Parce que des abus ont été constatés par le passé et les entreprises, notamment, déduisaient des dépenses sans vraiment faire des efforts pour employer ou former un travailleur handicapé. Donc maintenant, il va falloir juste être capable d'apporter des preuves comme quoi l'effort a bien été effectué. Et deuxième point, il y a un montant maximal de la déduction qui est fixé à 2 591 € pour 2026 contre 2 540 en 2025. C'est une vraie évolution, ça, parce qu'effectivement, dans les pratiques, l'usage était de faire intervenir des prestataires ou partenaires extérieurs, effectivement. Là, cette obligation, vous l'avez compris, elle s'applique dès maintenant. Obligation d'avoir soit un CDI, soit un CDD d'au moins 6 mois pour un travailleur bénéficiaire. Le CSE, les activités sociales et culturelles. Oui, il y a eu pas mal de changements là-dessus. Donc, on va fixer le contexte assez rapidement. Donc, c'est depuis des années, les entreprises financent des avantages aux salariés. Donc, on va parler de bons d'achat, de subventions culturelles, de cartes cadeaux. Et bien, normalement, le CSE pouvait moduler ces avantages selon des critères qu'il définissait. Et en avril 2024, la Cour de cassation a changé les règles. Eh bien, l'ancienneté ne peut plus être un critère pour différencier les avantages. Eh bien, cette décision a fait trembler des CSE un peu partout en France. Souvent, les avantages accordés reposaient sur cette notion de critères d'ancienneté. Et l'URSSAF s'est retrouvée dans une posture inconfortable. On applique la jurisprudence tout de suite, ce serait créer un chaos administratif. Le gouvernement a donc accordé un délai à l'URSSAF, une tolérance pour que les CSE aient le temps de revoir leur statut, leurs critères et se remettre en conformité. Eh bien, ce délai devait expirer fin 2025. Il vient d'être prolongé jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, la difficulté que nous pouvons identifier est la suivante, c'est que cette tolérance URSSAF offre une protection le temps de la mise en conformité uniquement lors des contrôles. Si vous êtes audité et qu'on découvre que vous appliquez encore un critère d'ancienneté, l'URSSAF pourra vous accorder le délai, mais pas au-delà, en tout cas, du 31 décembre 2026. Donc il y a vraiment cette tolérance, pas de sanction jusqu'au 31 décembre 2026. Et en tout état de cause, attention, parce que cette tolérance ne concerne que l'URSSAF, et elle n'empêche nullement un salarié de faire jouer la règle juridique édictée par la Cour de cassation, à savoir qu'il ne doit pas y avoir de conditions d'ancienneté pour bénéficier des ASC. Et le salarié peut décider d'introduire un contentieux devant les juridictions prud'homales, par exemple, pour faire valoir ses droits et annuler cette condition d'ancienneté. Donc, règle administrative, une sorte de sursis administratif, tolérance vis-à-vis de l'URSSAF, mais pas du tout vis-à-vis des salariés. Merci Cécile. Alors, on a une autre disposition importante dans ce dispositif de la LFSS, qui est la création d'une période qu'on appelle de reconversion. C'est un nouveau dispositif qui a été créé pour permettre aux salariés de bénéficier d'une mobilité professionnelle, alors interne ou externe à l'entreprise, dans le but d'acquérir une nouvelle qualification ou bien de développer de nouvelles compétences. Donc, l'objectif de ces modalités est de faciliter les transitions professionnelles au sein de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, au sein d'une autre entreprise. Alors pour qui? Eh bien pour les salariés qui veulent bouger, soit au sein de leur propre entreprise, soit à l'extérieur, ce dispositif leur permettant de bénéficier d'une période dite de reconversion. Alors pourquoi faire? Eh bien pour acquérir une qualification spécifique,
pour développer une ou plusieurs compétences. Le salarié pourra faire reconnaître ensuite son expérience professionnelle via la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Les coûts de formation sont supportés par l'OPCO de l'employeur, qui prend en charge les frais pédagogiques liés aux périodes de reconversion. Sous réserve d'un accord d'entreprise ou de branche, un accord collectif, donc l'OPCO peut également financer, le cas échéant, la rémunération du salarié pendant la période de reconversion, voire des frais annexes, des frais de logement, de restauration, de déplacement, etc. Attention toutefois, un décret devra fixer les modalités de prise en charge de ces frais. Donc on va attendre ce décret. Les actions de formation peuvent aussi être cofinancées au moyen du CPF du salarié. Évidemment, le salarié doit acquiescer et être d'accord pour cela. Le montant des droits du CPF mobilisé n'est pas limité pour une reconversion externe. En revanche, il est plafonné à la moitié des droits inscrits sur le CPF du salarié pour une reconversion interne. Les actions de formation, alors ce sont des actions comprises entre 150 et 450 heures, réparties sur une période qui ne peut excéder 12 mois, à l'exception de celles permettant l'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences professionnelles. Un accord d'entreprise ou de branche peut prévoir des durées de formation plus longues, dans la limite de 2100 heures de formation sur une période qui n'excédera pas 36 mois. Alors, dans les deux cas, qu'il s'agisse d'une reconversion interne ou bien d'une reconversion externe, il faut un accord écrit signé avec le salarié. La différence principale entre la reconversion interne et la reconversion externe résidera dans le sort du contrat de travail qui préexistait. Si on est dans le cas d'une reconversion interne, le contrat est toujours en vigueur, il est poursuivi dans les termes qui étaient en vigueur jusqu'à présent et la rémunération est versée sans modification. En revanche, lorsqu'on est dans le cas d'une reconversion externe, le contrat de travail initial est suspendu et l'accord écrit devra préciser les modalités de ces suspensions, les conditions de retour du salarié, par exemple, de façon anticipée, en cas de rupture de la période d'essai par l'entreprise d'accueil. La période de reconversion fait l'objet d'un CDI ou d'un CDD d'au moins 6 mois. Le contrat précisera la période d'essai, les modalités d'organisation de la période de reconversion, etc. Alors, que se passe-t-il au terme de la période d'essai ? Si le salarié et l'employeur de la société d'accueil souhaitent poursuivre leur relation, tout va bien. Le contrat avec l'entreprise d'origine sera rompu. Alors, s'il s'agissait d'un CDI, la rupture s'effectuera selon les modalités d'une rupture conventionnelle. N'oubliez pas qu'elle est passée à 40%. La contribution est donc plus de 30%. Et s'il s'agissait d'un CDD, on procédera à une rupture d'un commun accord. Si, au contraire, le salarié et l'employeur de la société d'accueil ne souhaitent pas poursuivre leur relation, au terme de la période d'essai, eh bien, le salarié, retour à l'envoyeur, rejoint son entreprise d'origine et retrouve son poste, ou bien un poste équivalent, avec une rémunération également équivalente. En cas de refus de réintégrer son entreprise d'origine, le salarié verra son contrat de travail rompu et selon les mêmes modalités que précédemment expliquées, à savoir si c'est un CDI, rupture conventionnelle, si c'est un CDD, rupture d'un commun accord. D'accord. La négociation collective a un rôle aussi important dans le cadre de ces périodes de reconversion. Pour les petites entreprises de moins de 50 ou les plus grosses de 50 à 300 salariés, mais qui n'ont pas de délégué syndical, à ce moment-là, l'employeur peut fixer unilatéralement la période de reconversion externe. Alors, si on a un CSE, n'oubliez pas qu'il faut l'informer et le consulter. Dans les entreprises de 50 à 300 salariés qui ont un délégué syndical, à ce moment-là, une négociation est engagée et, à défaut d'accord dans un délai de 3 mois, un PV de désaccord est établi et à ce moment-là, l'employeur peut définir unilatéralement les modalités de la période de reconversion externe. Dans les entreprises d'au moins 300 et dans les groupes ou entreprises dont une entité emploie au moins 150 salariés, l'employeur doit engager une négociation sur les modalités d'organisation de la reconversion externe. Alors globalement, les accords doivent porter sur la prise en charge du différentiel de rémunération du salarié en cas de reconversion externe, puisque le contrat est suspendu, les conditions permettant l'augmentation de la durée de la période de reconversion et les actions de formation, le montant des indemnités de rupture, sachant que le minimum, ce sont les indemnités légales, et les conditions de prise en charge des frais de formation pour la mobilisation du CPF par le salarié. Je crois qu'on a une petite coquille sur le slide qui sera corrigée. Parce que bien sûr, j'ai omis de vous le dire en préambule, vous aurez les liens du replay d'une part et le contenu du support d'autre part qui vous seront adressés à l'issue de cette présentation.
c'est le trait. Ouais. En fait, c'est pas une coquille, c'est le trait qui se déplace. Ah, d'accord. Que j'ai remis régulièrement à sa place, mais c'est le s'est trait qui se vertueux à déplace. vouloir Bon, descendre. on va- Voilà, donc c'est pas barré, c'est le trait de séparation qui est descendu. Ok, On va bon, mettre à sa place. Désolé. voilà, il en fallait une. Voilà, il n'en fait On- qu'à sa tête. voilà. Je le remets régulièrement, mais il redescend. Très bien. Voilà. Et on va terminer cette partie concernant les changements au 1er ou les nouveautés au 1er janvier 2026 par une information concernant le contrat de sécurisation professionnelle, soit le CSP. Comme vous le savez, le CSP, c'est un mécanisme d'accompagnement des licenciements économiques suivant l'effectif de l'entreprise. Certains employeurs ont l'obligation de le proposer, donc encore une fois, suivant l'effectif, aux salariés qui sont licenciés. Pour être plus précis, on parle ici des entreprises qui embauchent moins de 100 salariés ou toute entreprise en situation de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Pour mémoire, les salariés ayant un CSP bénéficient d'un suivi personnalisé par France Travail, une fois le contrat rompu. Des formations et des actions de reconversion sont aussi proposées à ces salariés-là. Par ailleurs, ils ont aussi droit à une allocation plus avantageuse en termes de montant que le chômage classique. Et pendant toute la durée du CSP, ils bénéficient également du maintien de la protection sociale de type prévoyance mutuelle. Il faut savoir que 2 avenants prolongent le CSP jusqu'à la fin de l'année 2026. Et ça, c'est la nouveauté. Et si on passait au plat de résistance les allègements de cotisations patronales. Dépêchez-vous de prendre votre café. Un vrai moment de bonheur. Et oui, parce que ça impacte effectivement directement, de manière très directe, le coût employeur lié au salaire. Alors, depuis le 1er janvier 2026, le paysage des cotisations sociales est vraiment bouleversé par une reconfiguration complète des allègements de cotisations patronales. En effet, les réductions suivantes ont été carrément supprimées. La réduction maladie qui permettait aux employeurs, pour leurs salariés dont la rémunération était inférieure à 2,5 fois le SMIC, de cotiser sur un taux de 7%, disparaît. Il en est de même pour la réduction pour la cotisation à 3,45% pour les allocations familiales. Et ça concernait plutôt les rémunérations inférieures à 3,5 fois le SMIC. Depuis donc le 1er janvier, les employeurs cotisent sur la totalité des salaires pour la maladie à 13% et pour les allocations familiales à 5,25%. Seuls les employeurs qui bénéficient de certaines exonérations spécifiques, comme la ZFRR ou la ZRD, et peut-être aussi des régimes spéciaux, pourront encore appliquer ces anciennes réductions. Et on l'a déjà dit, en plus de ça, à partir du 1er janvier 2026, le taux de cotisation patronale d'assurance vieillesse donc, est rehaussé pour passer à 2,11%, donc pour le régime général sur le salaire total. Il est également précisé que la RGDU, donc la réduction générale, donc, peut s'imputer sur la cotisation AT-MP, sans pouvoir toutefois excéder 0,49% de la rémunération contre 0,5% précédemment. Et donc l'ensemble de ces éléments constituant des paramètres pour le calcul de la réduction générale dégressive unique. Donc on a une vraie augmentation des cotisations patronales à compter du 1er janvier 2026. Ça va largement impacter les budgets de masse salariale cette année. Oui, c'est sûr. Et puis, on a effectivement les 0,5% de déduction pour les heures supplémentaires. Ça ne va pas du tout compenser. On est donc, tout à fait d'accord. Voilà. Donc, on a une forte hausse des cotisations patronales à compter de janvier 2026. Donc, nous présentons sur cette slide la formule et je passe la main à Adrien qui va rentrer dans les détails. Et donc, c'est une véritable reconfiguration qu'il faut comprendre,
Donc la valeur maximale du coefficient, elle va être augmentée pour tenir de la suppression des taux réduits sur les cotisations d'assurance maladie et d'allocation familiale. Le point de sortie de cette réduction, elle est fixée à 3 fois la valeur du SMIC courant. Donc par ailleurs, c'est un seuil, on va avoir un seuil minimal d'exonération qui lui est fixé à 2%, qui est introduit, de sorte que la réduction, elle est maximale au niveau du SMIC, dégressive jusqu'à son point de sortie, donc les fameux 3 SMIC, et entre le montant maximal d'exonération et le seuil minimal d'exonération, donc on passerait entre 39,73% à 40,13% à 2%, donc le point de sortie. Et forcément, au-delà des 3 SMIC, elle serait nulle. Donc le principal changement étant que la réduction générale, elle ne s'arrête plus à 1,6 SMIC, mais continue jusqu'à 3 SMIC. Donc cela signifie que les entreprises bénéficieront tout de même d'une exonération plus longue, mais dégressive, ce qui va créer une courbe d'allègement progressive plus douce. L'objectif gouvernemental de cette réforme, et il est vraiment explicite, c'est de lever les désincitations à augmenter les salaires les plus faibles. Autrement dit, il s'agit d'inciter les entreprises à mieux rémunérer leurs collaborateurs au bas salaire, tout en maintenant une réduction qui soit viable et éviter les effets de palier. Donc pour chaque employeur, cela implique vraiment de reprogrammer les payes de 2026 selon la nouvelle formule. Donc si nous comparons la courbe de 2026, donc, qui est en violet, donc, la RGDU, avec la courbe de 2025, donc, qui est en cyan, donc, qui relève de l'ancien régime, on relève ici l'absence de palier et donc d'effet de seuil. Donc cela relève une dynamique assez complexe que l'on peut décortiquer par bande salariale. Donc on va voir une première zone qui va aller du SMIC jusqu'à quasiment 38 000 € de rémunération annuelle. Et donc c'est là où on vient constater finalement que la RGDU de 2026 est nettement plus favorable que les exonérations de 2025. On va avoir une deuxième zone critique qui se situe approximativement entre 38 000 et 48 000 €. Et donc c'est là où l'ancien système de 2025 reprenait l'avantage avec toutes les réductions cumulées. Ce phénomène s'explique par la présence de paliers d'exonération en 2025, donc les réductions différenciées par nature de cotisation avec des seuils différents. Alors on avait 2,25 SMIC pour les maladies, 3,3 aussi pour les allocations familiales. On va voir cette troisième zone entre 48 000 et 64 000 €, où finalement la RGDU redevient un peu plus favorable. Et enfin la sortie de zone à 64 000 €, les 3 SMIC, où finalement la RGDU s'annule totalement. Donc la disparition des paliers en 2026 signifie que nous allons passer d'un système à plusieurs taux de réduction, donc selon la nature des taux de cotisation, à un système vraiment unifié, dégressif, continu, et donc qui va générer des gagnants et des perdants selon les tranches de rémunération. Donc les entreprises qui employaient principalement des collaborateurs dans la bande entre 38 000 et 48 000 € verront leur cotisation augmenter. Alors, tandis que celles avec des salaires très bas ou les intermédiaires supérieurs bénéficieront de la réforme. Donc il y a vraiment une analyse fine de la masse salariale par tranche qui s'impose pour pouvoir vraiment projeter les impacts financiers réels de l'employeur. Je t'en prie. Laura. Oui, en pratique, ce seuil minimal prend la forme d'une valeur T-min dans la formule de calcul de coefficient appliqué. La valeur maximale du coefficient correspondant désormais à la somme de cette valeur T-min et d'une valeur T-delta, qui est la différence entre la valeur T-min et la valeur maximale du coefficient. Cette valeur fluctue en fonction du final applicable. Et les coefficients sont spécifiques par ailleurs dans certaines professions. Donc vous le voyez à l'écran, donc on parle des journalistes, on parle des VRP multicartes, on parle des professions médicales à temps partiel. Par ailleurs, les intérimaires et les salariés qui cotisent auprès d'une caisse de congés payés bénéficient d'un coefficient de majoration. Et donc, il reste peut-être une chose à rajouter encore sur le principe de ventilation entre les côtés de la réduction, entre les cotisations URSSAF et la retraite complémentaire qui reste applicable. Sur le principe, les éditeurs vont mettre à jour, on met à jour le système qui intègre l'ensemble de ces paramètres
que nous présentons dans les slides précédentes et dans cette slide. Et à partir du montant global de la RGDU, réduction générale dégressive unique, il est nécessaire de calculer la part de l'URSSAF, la part revenant à la caisse de retraite complémentaire étant la différence entre le montant global de la réduction et le montant qui revient à l'URSSAF. Qu'on vous invite vivement à vous assurer qu'effectivement vos éditeurs, l'outil de paye, soient en phase et up-to-date, ou à jour, pardon, pour l'anglicisme, de ces évolutions qui sont tout sauf simples. Dernière évolution. Il en manquait une, j'avais oublié. Oui, on garde le meilleur pour la fin. Regarde le meilleur pour la fin. Dernière évolution, ça va être le paramètre SMIC qui va changer. Donc la première évolution, ça va être le SMIC utilisé, donc le taux appliqué. Donc c'est celui qui est en vigueur pendant la période de paye, période d'emploi. Si le SMIC est revalorisé en cours de période, comme ça a pu arriver dans le passé, c'est le taux le plus élevé qui s'applique pour le calcul annuel. On doit faire... il y a un point... On la refait. On va la faire. Donc, si le SMIC est revalorisé en cours de période, c'est vraiment le taux le plus élevé qui s'applique sur la période mensuelle. Par contre, pour le calcul annuel, vous faites la somme des valeurs mensuelles. Alors concrètement, si le salaire minimum augmente le 1er octobre, vous appliquez le nouveau taux à partir de cette date et vous cumulez les montants mois par mois. Eh bien, l'impact, c'est qu'on doit réviser mensuellement les bases en cas de revalorisation des salaires minimums. Et la deuxième évolution, ça va être la proratisation selon les absences qui rentrent ou non dans le paramètre SMIC. Alors le paramètre SMIC, ça correspond au salaire de référence qui va être lui utilisé pour calculer le montant de la réduction pour un salarié. Eh bien ce paramètre n'inclut pas nécessairement tous les éléments de rémunération. En effet, certains ne se traitent pas de la même façon. On va voir les premiers éléments, ceux affectés par l'absence. Ce sont les éléments de rémunération ordinaire, ce sont les heures supplémentaires structurelles. Eh bien, si le salarié est absent, ces éléments diminuent proportionnellement à l'absence, donc elles vont être proratisées et absentes finalement dans le paramètre SMIC. Donc, on peut, paradoxalement, elles sont incluses dans la notion du SMIC. Les deuxièmes éléments, ce sont ceux qui ne sont pas affectés. Eh bien, ce sont, par exemple, des indemnités de rupture, des primes non proratisées ou les heures supplémentaires ponctuelles, en effet. Ces éléments ne diminuent pas en cas d'absence et donc ils restent dus intégralement et donc eux ne rentrent pas dans cette définition du paramètre SMIC. Là encore, ce sont les éditeurs, a priori, qui vont mettre à jour les rubriques de paye pour que tout se calcule bien. La transparence des salaires, nouveau sujet, Ouais. Cécile? Nouveau et grand sujet qui devrait nous occuper un bon moment. Alors, je ne parle pas forcément de ce matin, je vous rassure. Alors, il s'agit de transposer la directive, je vais vous donner le numéro une seule fois, 2023-970 du 10 mai 2023, qui parle de la transparence salariale. Alors, transparence salariale, ça sous-entend aussi égalité, de parler de l'égalité, l'égalité de rémunération. Alors, l'égalité, c'est un grand et beau sujet qui n'est pas nouveau. L'égalité fait partie de la devise de la République française, mais dans le milieu du travail, c'est un concept qui n'a pas toujours été bien appréhendé, et le sujet est encore loin d'être clos, d'être réglé. Alors, on peut remonter à 1972 pour noter l'intégration du principe d'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale. Le principe était posé ensuite par la jurisprudence et régulièrement rappelé depuis, en gros, 1996 avec le fameux adage « à travail égal, salaire égal ». Alors, pour autant, l'égalité femmes-hommes a encore du chemin à faire et une avancée marquante a quand même été réalisée en 2018 avec la mise en place du fameux index égalité professionnelle qui vise les entreprises d'au moins 50 salariés. L'Union européenne s'est saisie du sujet et a rédigé donc cette directive en mai 2023 qui doit être transposée dorénavant par les États membres, dont la France, et ce, au plus tard le 7 juin 2026. Donc attention, la date approche.
Alors, même si la France n'est pas forcément en queue de peloton, il y a encore du travail à faire. Pour rappel, les femmes gagnent en France en moyenne 14,2% de moins que les hommes pour un temps de travail équivalent. Bon, il s'agit de données INSEE datant de 2023, mais ce sont les seuls disponibles à ce jour. Le 10 novembre 2025 à 11h31, donc c'est toujours une date qu'on rappelle beaucoup le jour J. Le 10 novembre 2025 à 11h31, les femmes ont symboliquement cessé d'être rémunérées pour le reste de l'année. Donc ça en dit quand même long sur le travail qui reste à faire. L'écart salarial homme-femme s'est réduit seulement de 0,9 points depuis 2016, c'est pas beaucoup, et l'écart de rémunération à travail et compétences égales dans un même établissement reste de 3,8%. Donc on constate que effectivement les discriminations persistent. Alors la directive pose différents principes sur des mesures qui devront permettre l'application du principe d'égalité des rémunérations. Alors, en premier lieu, en renforçant l'index égalité homme-femme, avec les 5 indicateurs actuels qui seront remplacés par 7, qui figurent dans la directive, on va en parler après, et en renforçant les obligations de transparence, et notamment des obligations d'information renforcées sur la rémunération avant l'embauche, au cours de l'exécution du contrat, et tout ça appuyé par un renforcement des mécanismes d'application du travail, notamment la charge de la preuve et le régime de la discrimination sur lequel on va revenir également. Alors, comme on l'a dit, la directive pose différentes obligations qui pose différentes obligations sur l'employeur avant l'embauche, après l'embauche et encore d'autres sujets. Alors, avant l'embauche, eh bien, dorénavant, les processus de recrutement et d'embauche vont être un peu plus encadrés, à savoir que l'annonce d'offre d'emploi devra préciser la rémunération proposée, ou pour le moins une fourchette de rémunération, alors sur la base de critères objectifs évidemment non sexistes. Le candidat devra également être destinataire d'informations sur les dispositions pertinentes de la convention collective appliquée au sein de l'entreprise qui procède à cet entretien de recrutement. Donc des dispositions en rapport avec le poste offert, sur les congés payés, l'existence du 13e mois, les salaires minima conventionnels, les primes éventuelles, etc. Et une pratique jusqu'à présent qui était courante, là, il faudra faire attention, il sera interdit de demander au candidat le montant de sa dernière rémunération ou encore celle perçue sur des précédents postes. Et dans les entreprises d'au moins 50, il faudra également mettre à la disposition des salariés les critères de fixation de la rémunération, les niveaux de rémunération et la progression de la rémunération. Donc, ce qui ne sera pas forcément toujours évident à communiquer au moment des entretiens d'embauche. Alors, après l'embauche, l'employeur ne sera pas tranquille pour autant. Il devra fournir aux salariés qui le demandent, par écrit et dans un délai de 2 mois, des informations sur son niveau de rémunération individuelle et sur les niveaux de rémunération moyens, ventilés par sexe, pour les catégories de travailleurs accomplissant le même travail que lui ou un travail de même valeur que le sien. Alors là, même travail et même travail de même valeur, ça ne va pas forcément être évident à définir au sein des entreprises et ça va nécessiter un travail préalable d'analyse des postes pour pouvoir un peu circoncire tout ça. L'employeur devra s'assurer que les informations communiquées sont présentées de manière claire et compréhensible, donc à faire, et sans permettre l'identification directe d'un salarié conformément aux règles de protection des données personnelles. Donc à la fois, il va falloir donner pas mal d'informations, des informations claires et précises, pour autant ne pas permettre d'identifier les salariés individuellement. Alors la directive précise que l'évaluation ne se limite pas aux salariés employés en même temps que le salarié concerné. Donc on verra ce que dit la loi de transposition, mais sur ce point, ça risque de ne pas être évident. Et l'employeur devra également faire connaître aux salariés tous les ans leur droit d'information sur la rémunération. C'est-à-dire que l'employeur devra fournir aux salariés qui le demandent par écrit dans un délai de 2 mois tout un panel d'informations et devra rappeler aux salariés qu'il peut bénéficier de ce droit à information. Donc il faudra rappeler tous les ans ce droit à information. Enfin, le salarié voit son droit à divulguer sa rémunération consacré. Pour autant, il ne pourra pas obtenir de l'employeur des informations sur la rémunération de ses collègues. Donc transparence, mais quand même encadrée. On n'est pas au point de certains pays nordiques. Alors, les obligations, évidemment, comme bien souvent, varient en fonction de la taille de l'entreprise, ce qui est normal.
Pour les plus petites entreprises, donc les moins de 100 salariés, il n'y a pas d'obligation formelle d'établir un rapport. En revanche, pour les autres, elles devront rédiger un rapport, alors soit tous les 3 ans pour celles qui emploient entre 100 et 249 salariés, et ce, à compter de 2027, donc très bientôt pour celles qui emploient au moins 150 salariés, avec un report à 2031 pour celles qui emploient entre 100 et 149 salariés, et pour les entreprises d'au moins 250 salariés, là, ce sera un rapport annuel à établir dès maintenant. Alors pour les entreprises d'au moins 100, il faudra, si l'écart salarial constaté entre les hommes et les femmes dépasse 5%, sans être justifié par des critères objectifs, encore une fois non sexistes, il faudra prendre des mesures correctives dans un délai de 6 mois, un délai raisonnable, pour l'instant c'est 6 mois, à compter de la communication des données, et ce, en étroite collaboration avec les représentants du personnel, donc le CSE, si vous en avez un, et éventuellement l'inspection du travail ou l'organisme pour l'égalité de traitement, s'ils sont impliqués. L'index égalité hommes-femmes a été revu et corrigé par la directive. On passe de 5 à 7 critères. L'ancienne ministre du Travail, donc Mme Astrid Panosyan-Bouvet, avait cherché à rassurer les entreprises en indiquant que les 6 premiers critères devaient être calculés de manière automatique via la DSN et seraient publiés sur le site du ministère du Travail. Donc les entreprises avaient également la faculté de les diffuser sur leur propre site internet. Alors, les données figurant dans l'index actuel ne couvrent pas toutes celles requises par la directive. Et notamment, les entreprises devront renseigner la proportion des femmes et des hommes dans chaque quartile de rémunération, ou encore indiquer le delta de rémunération entre les sexes par catégorie de travailleurs pour les salaires de base et les variables. Alors, actuellement, l'index ne permet pas d'identifier les écarts en matière de rémunération variable. On a uniquement la rémunération d'ensemble. Donc ce travail sur les variables va être conséquent. Enfin, le dernier critère, donc le 7e, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie de travailleurs ventilés par salaire ou traitement ordinaire de base et par composante variable complémentaire. Ce 7e critère va être déterminé par voie réglementaire. Il n'est pas automatisable, à moins qu'on ait une IA qui nous permette de progresser là-dessus, mais pour l'instant, il n'est pas automatisable. Et ces données ne seront pas divulguées au public et diffusées uniquement auprès des salariés et des représentants du personnel, et éventuellement sur demande à l'inspection du travail et l'organisme pour l'égalité de traitement. On a, ça c'est les moyens dont on parlait tout à l'heure, en plus de l'index, etc., on a de nouvelles notions qui sont prévues par la directive, et notamment la discrimination intersectionnelle. Alors, qu'est-ce qu'une discrimination intersectionnelle ? C'est une discrimination qui se fonde simultanément sur le sexe et sur un ou plusieurs autres motifs de discrimination prohibés, notamment par d'autres directives, à savoir la race et l'origine ethnique, la religion, les convictions, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle, etc. Ça, ce sont en l'occurrence 2 autres directives de 2000. La transparence des rémunérations n'est donc pas limitée aux comparaisons de salaires entre les hommes et les femmes, mais elle intègre aussi les possibles discriminations intersectionnelles qui, en plus du critère lié au sexe, ajoute un autre critère discriminant et conduit donc, au sein d'une population du même sexe, à déjà discriminer, à engendrer d'autres discriminations plus spécifiques. Alors, par exemple, le préambule de la directive vise expressément les femmes roms, qui sont particulièrement discriminées dans certains pays. Alors, autre point, c'est que la directive prévoit une sorte de renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire que la charge de la preuve est renversée et transférée à l'employeur dès lors qu'il existe une apparence de discrimination. C'est-à-dire que si l'employeur ne s'est pas conformé à son obligation d'information sur la transparence des rémunérations, il lui appartiendra de prouver qu'il n'y a pas eu discrimination ou que la violation de ces obligations était non intentionnelle et mineure. Alors, plus globalement, la directive contient des mesures permettant aux salariés de faire appliquer plus efficacement le principe d'égalité de rémunération. Alors, en dehors de cet aménagement de la charge de la preuve pour le salarié qui allègue d'une discrimination qu'on vient d'évoquer, on aura aussi d'autres mesures telles que le fait que les juges puissent ordonner à l'employeur de produire toute preuve pertinente en sa possession, y compris des informations confidentielles. Les juges pourront également enjoindre à l'employeur de mettre fin à la violation d'un principe
du principe d'égalité de rémunération sous astreinte et à prendre des mesures pour garantir l'application de ce principe d'égalité. Et enfin, l'indemnisation ou la réparation du préjudice du salarié devra comprendre le recouvrement intégral des arriérés de salaire, des primes, des paiements nature, des intérêts de retard et de toutes les opportunités manquées, ça risque d'être un peu compliqué, les opportunités manquées et le préjudice moral ou tout préjudice causé par d'autres facteurs pertinents. Et ce ne sera pas plafonné. Alors, en résumé, les conséquences de cette transposition de la directive pour les entreprises vont principalement consister d'une modification de leurs principes, de leurs pratiques en matière de gestion salariale. C'est-à-dire qu'il faudra veiller à ce que ces nouvelles obligations de transparence constituent un levier d'amélioration des relations entre les différents niveaux hiérarchiques, c'est-à-dire entre les collaborateurs, les managers, les RH et la direction générale, pour que la transparence soit un outil pour développer confiance et équité au sein de l'entreprise. Donc la transparence pourra et devrait devenir un outil pour développer tout cela. Alors, il faudra, en amont, établir une grille de classification objectivée, c'est-à-dire qui transpose le critère travail de même valeur en référentiel opérationnel. Alors, la grille pourra recouper des postes, des qualifications requises, les responsabilités associées, etc. Et il faudra, ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, analyser en amont les missions et les prérequis du poste pour déterminer quels sont les travaux de même valeur, les travaux équivalents ou les travaux de même valeur. On prendra en considération des critères tels que les compétences, évidemment, soft et hard skills, mais aussi les responsabilités, les efforts, à savoir la progression des performances, les conditions de travail, et plus généralement, tout facteur pertinent pour, in fine, avoir des critères objectifs, neutres et non sexistes. Le préambule de la directive rappelle que les critères objectifs à utiliser pourront inclure 4 facteurs, à savoir les compétences, les efforts, c'est le terme utilisé, les responsabilités et les conditions de travail. À côté de ça, il faudra aussi revoir le processus de recrutement et le suivi annuel du salarié pour s'assurer de transmettre toutes les informations nécessaires en temps et en heure, et notamment rappeler au salarié qu'il peut interroger sur les rémunérations. Et puis, mettre en place ce nouvel index qui va quand même engendrer un travail supplémentaire pour mettre en place ces nouveaux indicateurs. Alors, en conclusion, cette directive prévoit des changements pour les entreprises avec plus de transparence des rémunérations, ce qui n'est pas forcément dans les mœurs françaises, en tout cas à ce jour, mais il fonctionne très bien dans d'autres pays, donc pourquoi pas. Il faudra appréhender ces nouvelles obligations dans le sens d'une évolution devant à terme favoriser le dialogue et la communication en entreprise. Il faut voir le côté positif. La transparence peut être un facteur de confiance, la confiance étant elle-même propice à la productivité. Donc en tout état de cause, il faudra attendre le projet de loi de transposition pour voir s'il règle plus d'interrogations qu'il n'en suscite. Donc affaire à suivre. Gros sujet à venir et assez structurant pour les services RH, effectivement. Avant de passer au sujet suivant, je vous rappelle, je crois que je ne l'ai pas dit en préambule, vous avez eu la possibilité de nous adresser des questions via le chat, le Q&A, et nous tâcherons d'en traiter quelques-unes avant l'échéance de 10h30 ce matin. Les principaux avantages sociaux. Laura. Merci Patrice. Nous allons passer en revue assez rapidement les principaux avantages sociaux applicables en 2026. Toutefois, la liste n'est pas exhaustive. Mais avant, on va vous présenter à l'écran le traitement classique d'un élément de rémunération assimilable à du salaire de type prime. Comme souvent, donc, le versement d'une prime engendre pour l'employeur un coût, donc ce sont les charges patronales, et de son côté, le salarié doit s'acquitter de sa partie de charge salariale, sociale, et aussi de l'impôt sur le revenu. Nous présentons donc ici l'impact du versement de la prime de 1 000 € brut, aussi bien pour l'employeur que pour le salarié.
Nous avons retenu comme hypothèse pour le besoin de cet exercice l'absence de contribution de prévoyance de mutuelle. Et de la même manière, nous n'avons pas tenu compte des réductions de charges pour l'employeur ni de la fiscalité personnelle du salarié. Donc, sur ces bases, nous pouvons calculer un ratio de profitabilité, donc indice de profitabilité IP, correspondant au montant perçu par le salarié divisé par le coût global pour l'employeur pour les 1 000 euros. Dans notre exemple, ce ratio est de 56%. Donc pas très élevé. Merci Laura. Alors, on va vous présenter, du coup, là, c'est tout l'intérêt de ce ratio, c'est de pouvoir vous présenter après d'autres dispositifs avec ce même ratio. Et donc, on va vous présenter ici quelques exemples d'aides financières ou de compensations qui peuvent être instaurées par l'employeur, tout simplement, et qui bénéficient justement d'un ratio supérieur. Alors, on va parler d'abord de la prime de carburant ou d'alimentation pour les véhicules électriques hybrides ou hydrogène. L'employeur peut verser jusqu'à 600 € par an aux salariés sans que ce montant ne rentre dans l'assiette des cotisations. Alors attention, cette prime, elle n'est de 300 € que si elle concerne les frais de carburant classiques. À ce niveau, on n'a aucun justificatif qui n'est exigé dans la limite de ces montants. Et si, bien évidemment, le salarié utilise sa voiture pour ses déplacements domicile-travail. Dans ce cas, cette indemnité elle est vraiment à 100% exonérée de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu. Deuxième exemple, c'est l'indemnité forfaitaire de télétravail. Donc, c'est un sujet qui est devenu central depuis 2020. Donc, quand un salarié travaille de chez lui, il engage des frais. Électricité, Internet, l'aménagement du bureau, eh bien, l'employeur peut lui verser une allocation forfaitaire en 2026. Eh bien, sans accord collectif, on parle de 2,70 € par jour télétravaillé, avec un plafond mensuel à 59,40 €. Sinon, par mois, c'est une autre possibilité, en fonction du nombre de jours de télétravail prévu, eh bien, dans ce cas-là, on va être plafonné à 11 € par mois pour un jour de télétravail hebdomadaire. Donc là aussi, l'exonération est intégrale. Ce qui fait la force de ces indemnités forfaitaires, c'est qu'elles reposent sur une logique de compensation de frais réels et on n'est pas du tout sur une logique de rémunération. C'est pour ça que la loi les traite différemment et qu'on est sur du 100% en termes de profitabilité parce qu'il n'y a pas de charge, pas d'impôt. On va continuer avec ces indemnités forfaitaires et on va parler ici du forfait mobilité durable. Donc, c'est un dispositif qui est créé également en 2021 pour encourager les salariés à utiliser des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. Donc, s'il s'agit du vélo, du covoiturage, également de transport en commun par exemple, eh bien, le montant peut aller jusqu'à 600 € par an et par salarié, complètement exonéré d'impôts et de cotisations sociales, bien entendu sous réserve du respect d'un formalisme imposé par les textes. Le plafond, lui, peut passer à 900 € si le salarié bénéficie de la prise en charge de son abonnement de transport en commun. Donc, on parle de la partie obligatoire de remboursement qui avait été évoquée au début avec les 75%. Et ensuite, un dispositif pas très connu, mais on ne va pas s'attarder dessus, c'est la prime de transport. Donc, on l'a quand même inclus dans la présentation, mais son intérêt est moins important du fait de son montant relativement faible. Là également, l'indice de profitabilité à 100%, sauf, bien entendu, si le salarié bénéficie déjà de son obligation de remboursement de transport. Dans ce cas-là, le traitement, c'est comme une prime classique. On continue maintenant avec certains avantages collectifs qui peuvent être mis en place soit par le comité social et économique, donc le CSE, soit par l'employeur directement. Et ce, dans le but toujours d'améliorer le pouvoir d'achat et la qualité de vie des salariés. Par exemple, les bons d'achat, les bons cadeaux. Cette année, la limite en 2026, la limite d'exonération est de 200,25 € par salarié et bien sûr par année civile, soit toujours 5% du plafond de la sécurité sociale. Si le seuil que je viens d'évoquer est dépassé sur l'année civile, les cotisations et contributions sociales sont dues
par le salarié et par l'employeur, sauf si les 3 conditions suivantes sont cumulativement remplies pour chaque bon cadeau ou chaque bon d'achat. Attribution, donc la première condition, attribution lors d'un événement qui concerne le salarié. Ça peut être la naissance d'un enfant, l'adoption, le mariage, le PACS, etc. Ensuite, deuxième condition, le bon d'achat ou le cadeau a une utilisation déterminée en lien avec l'événement. Et enfin, troisième condition, le montant du bon est conforme aux usages. De la même manière, donc une autre possibilité d'offrir un avantage collectif, le financement des activités sportives. Il est tout à fait possible dans les mêmes limites que pour les bons d'achat, donc 5% du plafond de la sécurité sociale. Concernant les chèques vacances, le traitement dépend, lui, du salaire de bénéficiaire du chèque vacances. Selon le revenu, l'employeur peut financer sur les chèques vacances soit 80% le maximum, soit sinon 50% des chèques vacances attribués, suivant si le salaire est inférieur ou pas au plafond de la sécurité sociale. Enfin, un dernier dispositif que nous présentons sur cette slide, c'est le CESU préfinancé qui, lui, est utilisable pour la garde d'enfants, pour l'aide ménagère, etc. Et c'est considéré comme une aide à la conciliation vie professionnelle, vie personnelle du salarié. Le plafond du CESU est révisé, lui, annuellement et il est complètement exonéré de cotisations sociales. Il génère un crédit d'impôt sur le revenu pour le salarié et également un crédit d'impôt pour l'employeur. D'où son excellente profitabilité qu'il affiche. On va vous parler maintenant de quelques outils d'épargne salariale. On va commencer tout de suite avec la participation aux résultats. Donc, c'est un dispositif obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. Donc l'employeur partage une partie de ses bénéfices avec les salariés. On va également retrouver l'intéressement, où là c'est différent, parce que c'est un dispositif facultatif, peu importe l'effectif. Lui également, il est basé sur les résultats ou la performance de l'entreprise et il bénéficie, lui, d'une flexibilité dans le choix des modalités d'attribution et de la mise en place plus importante, en tout cas, que la participation. On va retrouver également le plan d'épargne entreprise, donc le PEE, où le salarié peut verser de l'argent volontairement, jusqu'à 25% de sa rémunération annuelle, sans limite de montant absolu. Et l'entreprise ajoute ce qu'on appelle un abondement dans la limite de 8% du plafond annuel de la sécurité sociale, sans que l'abondement ne puisse pour autant dépasser le triple de ce que le salarié a versé. Une exception à noter, c'est le montant versé par le salarié qui est destiné à acquérir des titres dans l'entreprise qui l'embauche avec une majoration spécifique qui s'applique. Et la loi Pacte de 2019 a introduit un PER collectif comme nouveau dispositif pour remplacer progressivement les PERCO dans le but de financer la retraite. Eh bien, l'abondement maximal est de 16% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit le double du PEE. Et tous ces dispositifs bénéficient d'un indice de profitabilité bien plus avantageux qu'une prime classique. Attention toutefois avec le blocage des fonds. Ils ne sont pas disponibles tout de suite. Oui, pour les PER, les PE notamment, absolument. Et bien sûr, nous ne pouvions pas clôturer cette partie sans évoquer la prime de partage de la valeur. Le régime de base permet à l'entreprise de verser jusqu'à 3 000 € par an et par salarié. Le plafond peut, lui, passer à 6 000 € par salarié, mais sous condition. Quelles sont les conditions? La présence d'un accord d'intéressement à la date du versement de la prime, ou s'il s'agit d'une entreprise de moins de 50 salariés qui applique volontairement la participation au résultat, par exemple. On précise que les associations reconnues d'utilité publique, les ESAT aussi, accèdent à ce plafond pour leurs travailleurs handicapés.
Le salarié qui bénéficie du versement de la prime de partage de la valeur peut toujours demander, dans un délai de 15 jours après avoir reçu le document de la part de son employeur, que toute ou une partie de sa prime de partage de la valeur soit placée sur un PEE, PEI, PERCO ou un PER collectif. C'est important parce que ça aura le droit à exonération pour lui de l'impôt sur le revenu, même si la PPV n'aurait pas eu droit à cette exonération d'elle-même. Nous rappelons également que la loi de partage de la valeur a instauré à partir du 1er janvier 2025 un dispositif expérimental pendant une durée de 5 ans destiné aux entreprises de plus de 11 et moins de 50 salariés, obligeant la mise en place d'au moins un dispositif de partage de la valeur si le bénéfice fiscal net fiscal sur les 3 derniers exercices pour l'entreprise est supérieur à 1% de leur chiffre d'affaires hors taxe. Nos experts continuent de vous accompagner et de vous aider à vous mettre en conformité. Merci beaucoup, Laura. Notre dernier focus, en l'occurrence les apprentis. Eh bien oui, parce que la loi de financement de sécurité sociale pour 2025, cette fois-ci, elle avait profondément modifié le régime social des apprentis avec de nouvelles règles qui s'appliquaient aux contrats conclus à partir du 1er mars, tandis que les contrats antérieurs conservaient leur ancien régime. Donc le but, c'est de revenir un petit peu sur tout ça. Alors comme vous le savez, dans une même entreprise, 2 régimes peuvent coexister concernant les apprentis. Alors les cotisations dues sur la rémunération des apprentis sont calculées sur la rémunération réelle des intéressés, et la loi de finances de 2025 a modifié les règles pour les contrats conclus à partir du 1er mars 2025. En outre, la LFSS a prévu qu'à partir de cette date, que la fraction excédant 50% du SMIC soit soumise à cotisation salariale contre 79% dans l'ancien régime. Par ailleurs, la rémunération des apprentis est assujettie à CSG-CRDS pour la fraction excédant 50% du SMIC, alors qu'elle était totalement exonérée avant. Alors pour rappel, l'appréciation de la limite de 79% du SMIC ou de 50% du SMIC s'apprécie mensuellement et ne fait l'objet d'aucune régularisation annuelle. Attention toutefois, pour les contrats fonctionnant selon les règles de l'ancien régime, la CSG-CRDS reste due au titre de l'intéressement, de la participation au résultat, de l'abondement au plan d'épargne et, le cas échéant, lors du versement de la prime de partage de la valeur. Notez tout de même que, par simplification, que les contributions patronales de prévoyance de retraite supplémentaire et de mutuelle sont exonérées de CSG-CRDS. Ce qui est important peut-être de préciser est le fait que l'administration a clarifié le point suivant. C'est le point critique, ce qui change tout, c'est en fait la date de 1er mars 2025, qui correspond donc à c'est la date de la signature du contrat d'apprentissage et non pas la date du démarrage de l'exécution du contrat. Donc, par exemple, un apprenti dont le contrat a été signé en février 2025, même s'il a commencé à travailler après le 1er mars ou le 1er mars, bénéficie d'une exonération totale de CSG-CRDS et se voit appliquer la limite de 79% du SMIC pour les cotisations sociales salariales. Donc c'est la signature qui compte, la date de signature. Pardon, je suis perdu dans ma souris. Vas-y Adrien. Et voilà, il fallait que ça arrive à 2 slides de la fin. 2 slides de la fin. Ouais, exactement. Elle est là. Donc, très rapidement, on fait avec vous un petit panorama des cotisations qui sont applicables aux entreprises. Donc, concernant les exonérations de cotisations, comme on l'a évoqué précédemment, donc les limites d'exonération de cotisations salariales et de CSG-CRDS, c'est vraiment des cas spécifiques. Et en dehors de ces points, il n'y a pas d'autres exonérations spécifiques pour les apprentis depuis 2019. Donc les employeurs appliquent juste, cette année ce sera la réduction générale dégressive unique, comme pour n'importe quel salarié. Maintenant, au niveau de la formation professionnelle, l'apprenti va être exonéré, mais uniquement dans les entreprises de moins de 11 salariés. Au-delà,
la formation professionnelle est due. Concernant la taxe d'apprentissage, eh bien, elle est alignée sur les cotisations de sécurité sociale, donc c'est-à-dire quand l'apprenti sera exonéré pour les entreprises de moins de 11 salariés, mais aussi pour les mutuelles depuis février 2025. Et important, donc si la masse salariale mensuelle de l'entreprise qui emploie un ou plusieurs apprentis est, elle, inférieure à 6 fois le SMIC, eh bien, il existe une exonération pour cette taxe d'apprentissage. Donc, et au niveau du forfait social, eh bien, l'exonération de CSG, CRDS sur la rémunération de l'apprenti n'exclut pas le forfait social. Donc, si l'apprenti reçoit de l'intéressement, de la participation, un abondement ou des contributions de prévoyance, il reste tout de même soumis au forfait social. Et enfin, concernant les heures supplémentaires, la réduction de cotisation salariale sur heures supplémentaires s'applique en plus des exonérations normales sur la rémunération. Ils viennent se cumuler, mais attention, la réduction sur les heures supplémentaires s'applique à due proportion que sur la part de la rémunération qui va dépasser la limite d'exonération. Donc on parle de la limite au-delà des 79% et 50% selon le régime applicable. À compter du 1er janvier 2026 et en absence de loi de finances votée, le paysage des aides à l'apprentissage se simplifie considérablement. Les employeurs ne pourront bénéficier que de l'aide unique pour l'embauche des apprentis, contrairement aux dispositifs exceptionnels qui ont pu exister ou coexister précédemment. L'aide standard, elle est de 5 000 € par apprenti. C'est pour les entreprises de moins de 250 salariés qui embauchent un apprenti prenant un diplôme ou un titre professionnel jusqu'au niveau bac ou bac plus 2 en Outre-mer. L'aide majorée est de 6 000 € par apprenti et le même montant, c'est le même montant, mais qui est augmenté en fait de 1 000 € si l'apprenti embauché est en situation de handicap. Cette mesure concerne tous les contrats d'apprentissage à partir de cette date, quelle que soit la taille de l'entreprise ou le secteur d'activité. Il est essentiel pour les responsables RH de bien comprendre ce nouveau cadre pour optimiser leur recrutement et anticiper les budgets de formation. L'aide n'est plus versée au mois complet, attention, mais au prorata du nombre de jours réellement couverts par le contrat. Et avec cette information, nous avons terminé le focus sur les apprentis. On regardera ce slide-là à l'aune justement de la loi de finances qui devrait sortir là pour s'assurer de la conformité de ce qu'on a écrit. Il est 10h31. Je vais regarder une ou deux questions. Je ne vais pas trop déborder par rapport au temps attendu. Pour les questions pour lesquelles on n'aurait pas répondu et vous souhaiteriez une réponse, vous pourrez nous les adresser. Vous allez avoir sur le slide suivant nos adresses mail, si tu veux bien. Adrien, merci beaucoup. Et encore une fois, le support et le replay, vous les aurez. On avait une première question, on les prend dans les plus anciennes. Quelle est la date de mise en place de la cotisation à 40% concernant les ruptures conventionnelles ? Et notamment, est-ce que ça touche celle signée avant le 31 décembre 25 ? En fait, ce qui va être important, c'est comme il n'y a rien d'expliqué vraiment dans la loi, et que ce qui est marqué, c'est applicable à partir du 1er janvier 2026, et bien à partir du moment où l'employeur va verser cette contribution, donc si elle est versée au mois de janvier, ce sera dès le mois de janvier qu'il faut l'appliquer. On ne va pas regarder la date de signature parce que la loi ne prévoit pas. C'est la date de paiement. Ah bah ça va être de versement. Ou de rupture, enfin la date de rupture. Oui. Oui, Okay. oui, oui. On va peut-être, il y aura des précisions peut-être dans les textes. Hein. Oui. La déduction patronale des heures supplémentaires s'applique-t-elle pour les heures supplémentaires, qu'elles soient payées ou récupérées ? Donc en l'occurrence, est-ce que ça s'applique aussi pour les heures supplémentaires récupérées ? Ce sont les heures payées. Pour moi, c'est uniquement sur les heures payées. Oui, c'est sur les heures payées, c'est pas... Effectivement, c'est de la rémunération. L'allègement se fait à partir du moment où c'est de la rémunération. Donc sur les heures récupérées, en l'occurrence, ça ne s'applique pas. Pour les congés de naissance et les conditions d'ouverture, nous devons vérifier la consommation de l'ensemble des droits uniquement au niveau de notre collaborateur ou sur l'ensemble du foyer. Je continue. Ou devons-nous simplement nous aligner sur la décision de la CPAM pour la prise en charge ?
En fait, là-dessus, il n'y a pas encore réellement de décret d'application, donc ça va être pour l'application, ça reste à venir. Mais ce serait vraiment au niveau du salarié. Il n'y a pas possibilité de voir le conjoint, sauf si le conjoint est dans la même entreprise. Oui, bien sûr. Oui. Mais on gère son propre salarié, on ne s'occupe pas du conjoint éventuel. On est obligé de suivre en fait tous les autres congés avant. Et on saura, nous, en tant qu'employeur, notre propre salarié, mais pas le conjoint, bien entendu. Pas le conjoint, non. Pour la DSN de substitution, est-ce que les anomalies déjà corrigées courant 2025 vont ressortir à nouveau ? La réponse est non. Normalement, effectivement, si la correction a été apportée, vous ne devez plus les retrouver dans ce qu'on appelle les CRM, c'est-à-dire les comptes rendus métiers, qui remontent une fois que les DSN sont délivrés et intégrés. Pour un salarié dont l'enfant est né au 1er janvier 2026, s'il prend son congé paternité habituel sur janvier, puis un parental de 3 mois jusqu'en avril, est-ce qu'il pourra prendre le nouveau congé paternité sur le 2e semestre, même s'il a pris une partie du congé parental en attendant la mise en place du congé supplémentaire de naissance? Je pense que oui. Et la réponse, ça va être oui, puisque l'enfant est né à partir du 1er janvier, donc il a droit à son congé, mais attention, pour question de mise en place, ce sera qu'à partir du mois de juillet. Il y a une tolérance. Donc de toute façon, ce sera sur le 2e semestre. Donc ce sera sur le 2e semestre, absolument. Voilà. Oui, de toute façon, ce sera sur le 2e semestre. Une avant-dernière, et on va conclure. Concernant l'exonération des heures supplémentaires étendues au forfait jour, comment le mettons en place ? Je pense que le suivi, déjà, ce que je disais, en fait, il est super important pour chaque employeur d'avoir un suivi du temps de travail de tous les salariés, qu'ils soient en forfait jour ou pas. Et la réduction s'applique pour les jours au-delà du forfait. Dans les textes, c'est marqué au-delà de 218 jours. Donc, pour moi, il est absolument important d'avoir le suivi, de savoir exactement combien de jours votre salarié a travaillé dans l'année, et à partir du dépassement du forfait, les 3,50 € par jour pourront être appliqués. Doit se déclencher automatiquement en paye. Oui. J'en profite pour dire qu'au-delà de ces obligations pour la paye, le suivi du temps de travail et des forfaits jours est très important en matière sociale. Et on voit ça de plus en plus dans les contentieux. Clairement, les forfaits jours, c'est une boîte de Pandore pour les salariés. Et à chaque fois qu'on a des contentieux dans le Conseil de prud'homme, c'est le premier point qui est soulevé. Donc attention à vos suivis, attention aux entretiens de suivi des forfaits jours. Pas d'entretien et condamnation quasiment assurée en cas de contentieux prud'homal. C'est une précision très importante. Et pour changer de sujet et pour conclure, une dernière question. Qu'en est-il pour les travailleurs handicapés déjà en poste ? Alors j'imagine qu'on fait référence à la cotisation des OETH, à la déclaration des OETH et la cotisation pour la GFI. Ouais. Finalement, le recensement des travailleurs en poste, handicapés en poste, est nécessaire dans le cadre de la déclaration des OETH. Ça va minorer la taxe. Donc ils vont être décomptés et pris en considération dans l'effectif retenu, et notamment aussi permettre, parce que s'il y a déjà un collaborateur en place sous réserve qu'il soit en CDI ou en CDD de plus de 6 mois, d'être pris en considération pour les déductions quand on fait appel à des partenaires. Dans tous les cas, il faut atteindre le seuil de 6%. Si le seuil est atteint... 6% des effectifs, oui. 6% des effectifs. Donc voilà, qu'il soit en place, oui, très bien. Donc il est déduit dans le seuil d'obligation, oui. Mais pour ce qui est... ça, c'est autre chose. Je pensais pour l'embauche en cours d'année, c'est uniquement si on n'a pas atteint le seuil et qu'on veut déduire des dépenses autres avec des partenariats. C'est juste par rapport à ça. Je pense que c'est la question. Je pense, oui, c'est le contenu de la question. Il est 10h37. Je vous propose de conclure à ce stade. Nous vous remercions vivement d'avoir été si nombreux à vous inscrire d'une part, à être resté présents jusqu'au bout. Je pense qu'on a été intéressant si vous êtes un peu plus de 550 au moment où on parle. À nouveau, je réitère, le replay vous sera adressé, le PPT également. Et surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous sommes là pour vous et nous aurons d'autres animations de webinaires autour de l'actu sociale. Merci à vous. On vous souhaite une excellente journée. Merci à tous, nos experts. Merci.
Merci à l'équipe qu'on ne voit pas derrière, mais qu'en background et sans eux, rien ne se fait. Merci beaucoup. Belle journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir.